Martin après et William en dernier. Donc, bonjour à tous. Je pense qu'on a tous été dans un contexte de réunion professionnelle où en même temps on veut participer à la réunion, mais en même temps on veut on a été chargé de prendre des notes et des fois ça peut être un peu contraignant. Donc moi dans ma thèse, je travaille sur l'établissement de ces résumés de réunion de manière automatique. On travaille sur ça parce que dans mon équipe, on pense réellement que pour qu'un modèle comprenne vraiment le contenu du discours, de la conversation, que ce soit pour une interaction humain-robot, que ce soit pour répondre à des questions, pour faire des résumés, il faut que le modèle comprenne réellement comment les parties du discours s'imbriquent et quelles relations lient les différentes répliques. Et cela parce que nous, humains, pour comprendre, pour discuter, on utilise ces structures pour inférer du sens. Concrètement, de manière plus réelle, je travaille sur quand on commence avec des conversations et j'essaie de sortir un graphe de conversation avec où chaque réplique interagit avec quelques répliques qui la précèdent, avec des relations telles que la correction, la question-réponse, l'explication, le contraste, etc. Dans un résumé de réunion, un modèle qui utiliserait ces structures saurait que, par exemple, deux personnes ne sont pas d'accord, s'il y a un contraste entre deux répliques, si j'ai une suite d'explications qui se suivent, je vais faire abstraction de tout ce qui a été dit et faire un résumé très court de toute l'explication. Ou par exemple, si une personne dit quelque chose mais qu'une autre personne répond en la corrigeant, je ne mettrai pas ce qui a été corrigé. En fait, les enjeux qui nous poussent à partir dans cette direction, et ce, malgré l'avènement de gros modèles comme GPT-3, en fait, c'est un enjeu dont on a parlé aujourd'hui, qui est l'explicabilité. Il faut qu'on ait des modèles où on sait pourquoi ils ont sorti tel ou tel résultat, pourquoi ils ont fait ces prédictions. Et on ne peut pas compter sur des modèles où on ne sait pas quelle structure ils ont, on ne sait pas sur quelles données ils ont été entraînés. Et aussi, on veut aller vers des modèles qui sont plus légers, plus faciles à modifier. Voilà, donc dans ma thèse, mes objectifs, en plus d'avoir ces petits graphes, c'est d'avoir des modèles de langue qui utilisent ces graphes pour modifier leur comportement au fur et à mesure de leur interaction avec les humains. Mais aussi, je vais essayer de pouvoir extraire d'autres structures qui sont un peu plus complexes, qui sont des relations entre les relations et qui permettent d'avoir une vision plus globale sur comment la conversation s'articule. Et en fait, juste pour finir, mon projet il s'inscrit dans ma thèse s'inscrit dans 3 projets, Summary, Cocobots et Cocopile. Donc dans Summary, on essaie de faire des résumés de réunions. Dans Cocopile et Cocobots, on essaie de travailler sur des agents qui assisteraient des techniciens dans un contexte industriel. Ah, il me reste 2 phrases. Dans un contexte industriel, mais du coup que l'interaction soit faite seulement par la parole. Voilà, merci beaucoup. Merci Zineb. Est-ce que quelqu'un a une question pour Zineb rapidement? Ok. Oui? Ça me donne un peu d'entraînement là. Dans la vieillesse, il faut quelque chose comme ça. C'est pas une question très méchante, c'est est-ce que tu as déjà des publications qu'on peut regarder? Non, c'est en cours. Bon, merci. Merci. Allez. Et merci d'avoir ouvert le bal. C'était pas le plus simple, donc merci beaucoup. Nazapet. Vas-y. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Ok, allez, Louis? Non? Vas-y. Bonjour tout le monde. Donc, 180 secondes, c'est un peu court, donc plutôt que vous présenter ma thèse, j'ai voulu vous présenter un petit truc amusant sur lequel je suis tombé récemment et qui est plutôt sympa. Donc, le titre, discriminer, est-ce que c'est pareil que générer? Pour être franc, je pense que non, mais là, dans un problème un peu bien posé, on peut se rendre compte que peut-être c'est à peu près aussi difficile.
Alors, le problème en question, c'est le One Class Learning. Et déjà, il faut que je vous parle de la différence entre le One Class Learning et le Two Class ou Plus Learning. Quand vous voulez résoudre un problème de classification entre deux tâches, bah, en fait, ce n'est pas si difficile que ça. Là, par exemple, si vous voulez apprendre à distinguer des voitures et des chiens, vous avez juste à vous rendre compte qu'un chien, c'est une voiture sans les roues, et vous avez gagné. À la fin, il vous suffit de trouver un seul critère discriminant et vous pouvez séparer les deux classes. Parce que si vous savez d'avance que c'est soit un chien, soit une voiture, n'importe quel critère qui discrimine les deux classes vous permet de les séparer. C'est donc une tâche beaucoup plus simple que faire un détecteur de chiens dans l'absolu. Parce que bon, c'est détecter des chiens, dire que ça ne possède pas de roues n'est pas un critère suffisant. Par exemple, les chats n'ont pas non plus de roues, ce ne sont pas des chiens. Donc, réussir à séparer une classe de tout le reste est une tâche beaucoup plus difficile que de séparer deux classes qu'on se donne à l'avance. Et donc là, on a essayé de résoudre ce problème. Et donc, pour se simplifier la vie, on va simplement reformuler notre problème d'apprentissage à une classe en un problème d'apprentissage à deux classes. Donc, plutôt que de classifier juste les chiens, on va classifier les chiens versus tout le monde. Donc voilà, je suis désolé, j'ai dû mettre un peu de pseudocode, mais promis, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc vous avez une distribution P, c'est les exemples que vous voulez reconnaître, vos chiens. Vous avez un réseau de neurones F, qu'on va choisir Lipschitz, et c'est très important. Et à chaque étape, vous allez faire la chose suivante. Vous allez générer des exemples adversaires, donc tout ce qui n'est pas un chien. Donc vous allez générer par exemple des images au hasard, très bruitées. Et puis quand même, pour que ce soit un peu intelligent, vous allez modifier les pixels de votre image pour que ça ressemble le plus possible à un chien, mais pas tout à fait. Et ensuite, vous allez entraîner votre réseau de neurones dessus avec une losse intelligemment choisie. Puis vous allez répéter et perfectionner ce système en itérant autant de fois que nécessaire. Donc à chaque étape, vous allez améliorer la qualité de votre réseau de neurones, mais aussi des exemples adversaires. Et en fait, si on fait ça avec un réseau de neurones Lipschitz et avec une losse bien choisie, on peut démontrer de manière un peu informelle que ce qu'on apprend à la fin, sous des hypothèses assez raisonnables, c'est une fonction qui nous donne la distance à notre support, de notre distribution. Donc elle nous dit à quel point on a un score de normalité, à quel point on est proche du support. Donc c'est un score de normalité qu'on peut utiliser pour faire du one class learning. Voilà. Donc les réseaux Lipschitz, vous en avez déjà entendu parler normalement, c'est simplement on va paramétriser un espace de fonction, puis on va contrôler sa smoothness. Ça a des tas de propriétés super, on fait ça très bien chez Deal. Donc ça, c'est un des outils indispensables de cet algorithme-là. Donc, sans plus tarder, les résultats, d'abord sur un exemple joué. Donc ce qu'on a là-haut, ça va... Ah bah ça arrive vite. Ok, je termine. Donc ce qu'on a là-haut, ça va être les résultats avec le réseau Lipschitz. On a des jolies distributions ici, c'est les points bleus, et on va avoir les lignes de niveau qui correspondent à la distance. Et on voit qu'en dessous, un réseau normal, il n'est pas du tout capable, en appliquant le même algorithme, d'avoir des frontières de décision aussi pertinentes. Et on va avoir même quelque chose de plus joli que la One Class SVM ou que des Isolation Forest sur ces exemples en 2D. Et là où va venir du coup la question de génération, c'est sur MNIST. Si on entraîne cet algorithme sur MNIST à distinguer une image de chiffre du bruit ambiant, donc c'est-à-dire on essaie de séparer les images de MNIST de n'importe quoi d'autre, et qu'ensuite on génère une image complètement bruitée, puis qu'on suit le gradient de notre classifieur dans l'espace d'entrée, donc en gros, on va suivre le gradient de notre score de normalité, ça va générer automatiquement des images qui ressemblent aux images de MNIST. Donc ici, en fait, on entraîne un classifieur, et ce qu'on obtient à la fin, c'est un générateur simplement en suivant le gradient. Donc c'est pour ça que je les disais, voilà. Ok, on continue. Ah, il y a une question? Non, je ne vois pas. Ok. Allez. C'est Florentin. Florentin? Est-ce qu'il est là? 1, 2, 3. Non. Ok. Étienne, c'est à toi. Donc, bonjour à tous, je vais vous parler de mon travail avec Jérôme Renaud sur les montées-descentes de gradients optimistes pour des jeux bilinéaires. On s'est posé cette question-là suite à notre étude des GAN, donc les réseaux de neurones génératifs adversariaux, dans lequel on a un générateur qui, à partir d'un bruit latent,
va générer des données, et ensuite on a un discriminateur ici qui va essayer de différencier des données réelles de données générées par notre générateur. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut voir ce problème de GAN comme un problème d'optimisation max-min, avec une fonction de gain ici, G, que le générateur va chercher à maximiser et que le discriminateur va chercher à minimiser. Pour cette présentation, on va juste regarder des gains de la forme G de XY est égal à X transposé à Y, où A est une matrice. Et ce qu'on va faire, c'est chercher des équilibres de ce jeu. Donc, l'algorithme le plus naturel auquel on peut penser, c'est la montée-descente de gradient, qui consiste juste à monter dans la direction où on veut maximiser et descendre dans la direction dans laquelle on veut minimiser. Cependant, cet algorithme ne converge pas tout le temps, et même pour des jeux très simples, en fait, il ne va pas converger. C'est pour ça qu'on rajoute un terme d'ordre 2, ici représenté par le terme en T-1, qui va apporter de l'optimisme à notre algorithme et qui va l'aider à converger vers un équilibre. Donc, on peut voir ici, sur un exemple très simple, le plus simple possible, qui est Matching Pennies, que la montée-descente de gradient, déjà, va petit à petit diverger et s'écarter de l'équilibre qui est censé être au centre de l'image ici. Alors que au GDA, donc la montée-descente de gradient optimiste, va, elle, converger petit à petit vers l'équilibre. Et donc, ce qu'on a fait, à l'aide de grandes preuves mathématiques, on a montré que pour des jeux à somme nulle, on a élargi en fait l'ensemble des conditions nécessaires pour que l'algorithme converge. Donc on a besoin de moins de conditions qu'avant. On a amélioré la bande de convergence. Ensuite, ça nous a permis de généraliser au GDA à des jeux à somme non nulle, donc qui sont plus compliqués. Et à l'aide de cette généralisation, on a pu améliorer la bande de convergence d'OGDA pour des jeux à somme nulle en introduisant un jeu à somme non nulle approprié qui est basé sur l'inverse de la transposée de la matrice A. Et finalement, on a également étudié les jeux à somme non nulle coopératifs. Et ce qu'on a montré dans ce cas-là, c'est qu'on a une convergence exponentielle vers un équilibre, ou alors, dans un deuxième cas, une convergence exponentielle vers des gains infinis pour les deux joueurs, ce qui est une issue souhaitable et qui est encore plus appropriée qu'une convergence vers un équilibre. Merci. Étienne. Peut-être Bon. j'ai une question, Étienne. Est-ce que ça s'applique pour des GAN donc là, tu as montré sur un problème quadratique. Est-ce que vous l'avez essayé sur d'autres déjà ou c'est quelque chose Nous, on n'a pas travaillé, mais il existe dessus, mais il existe déjà des travaux sur pour des fonctions convexes concaves, mais les vitesses de convergence sont moindres, forcément. Bon, merci. Thomas Ok, super. Je commencerai en disant que les réseaux de neurones, c'est comme la thèse, la performance, mais à quel prix? Alors ce prix, justement, c'est le problème de la boîte noire, c'est-à-dire que les réseaux de neurones aujourd'hui sont très complexes. Prenons par exemple un ResNet 50 millions de paramètres. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une prédiction, il y a des calculs qui impliquent 50 millions de nombres. Alors à part peut-être pour Louis Bethune ici présent, je crois que pour nous, on est un peu dépassé par tant de complexité, une complexité absurde, et j'appelle absurde la raison lucide qui constate ses limites face à ce problème. Donc, après tout, on pourrait se dire pourquoi pas, si ça marche bien, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur? Le souci, c'est que parfois ça marche pas bien, on aimerait bien savoir pourquoi. Et aussi, parfois, votre maître de thèse, il vous dit explique-moi ce qu'il y a là-dedans. Du coup, vous n'avez pas trop le choix. Donc là, premier travaux de thèse, ça a consisté à, d'une part, essayer de récupérer les méthodes qui existaient déjà dans la littérature, puis d'essayer d'en développer de nouvelles avec des garanties potentiellement plus intéressantes et en s'appuyant sur la théorie ou sur les méthodes formelles. Donc, quelques méthodes qui ont été développées ici, notamment avec Paul Novello, Mélanie Ducoff, qui sont ici dans la salle, ou bien avec Rémi Cadet de Tesla.
Ok, génial, on a tout un tas de méthodes, ça marche très bien. La question, c'est laquelle choisir maintenant. Et alors ça, c'est la deuxième grande partie de la thèse, à savoir essayer de développer des benchmarks pour pouvoir tester et dire finalement quelles sont les méthodes les plus utiles pour les êtres humains. Donc on a mis des humains en face de cas concrets avec des méthodes. Et grosso modo, bilan mitigé pour l'explicabilité, à savoir que pour une partie des problèmes, c'est plutôt résolu. C'est-à-dire qu'une partie des problèmes avec ces méthodes-là sont résolus, et une autre partie des problèmes, c'est un échec cuisant. Elles ne servent absolument à rien, elles sont inutiles. Donc, si je dois les comparer à un aliment, je dirais que c'est du pain de mie. Je ne suis pas contre, mais je peux m'en passer, quoi. Donc ça, c'était la deuxième partie de la thèse. Et du coup, vu qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer, on a essayé de trouver quels étaient les responsables, les coupables de cet échec. Et il y en a deux. Donc c'est nos prochains travaux. Le premier, c'est le manque de contexte, le manque de what, c'est-à-dire que les méthodes précédentes nous indiquent où le modèle a regardé, mais il ne nous dit pas vraiment ce que le modèle a vu. Et donc là, on essaie de pousser pour ramener le what, du coup, pas seulement le where, au sein de l'explication. Et la deuxième partie, c'est il faut admettre que le modèle parfois fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il apprend, le bazar fait bien les choses, et il apprend des corrélations hasardeuses qui nous donnent des bonnes prédictions, mais pour les mauvaises raisons. Et c'est pour ça qu'avec Thomas, on essaie d'aligner, donc de ramener le modèle vers des comportements plus humains pour pouvoir mieux le comprendre. Merci. Une question pour Thomas. Ok. Merci Thomas. Allez, excusez-moi. Voilà, c'est Louis qui va présenter sa thèse. Excusez-moi. Voilà. Louis après Valentin et puis William à la fin. Bonjour à tous, moi c'est Louis, donc je suis en CIFRE avec Atos et la CNRS. Aujourd'hui, si vous voulez imprimer une pièce en 3D, que vous m'amenez un modèle 3D, que je le mets dans l'imprimante, ça va donner ça. C'est-à-dire qu'en plein milieu de l'impression, ça va planter. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la plupart des impressions se passent mal, il faut s'y reprendre une fois, deux fois, et voilà, ça se passe mal. Et en fait, on a besoin de gens qui sont vraiment qualifiés pour imprimer une pièce, des experts. Et ça a un coût pour les industriels qui veulent imprimer en masse avec des imprimantes 3D. Ils ont besoin de gens experts, il y a des pertes de matière, de temps lorsque ça ne marche pas. Et donc, on aimerait une solution qui permet d'imprimer du premier coup. Dans la thèse, ce qu'on souhaite développer, c'est un algorithme qui est capable de prédire un défaut lors de l'impression, avant que ce défaut se produise, afin de pouvoir le corriger. Et donc, pour ça, cet algorithme il a besoin d'un certain niveau d'explicabilité, qui nous dit quel paramètre va faire foirer l'impression imminemment. Pour faire ça, en fait, il existe deux grandes familles de méthodes de diagnostic. Donc, d'abord, les méthodes à base de modèles. Donc, en fait, on a un modèle théorique de notre système qui nous permet de simuler le comportement du système, souvent construit à partir des équations qui régissent le comportement du système. Et en fait, on compare le comportement réel du système avec ce modèle théorique. Et si le modèle est bon, toute déviation va signifier qu'il va y avoir un défaut sur la pièce en l'occurrence. Et l'autre famille de méthodes, c'est la méthode à base de données, donc avec un algorithme d'apprentissage automatique, machine learning, réseau de neurones, ça peut être n'importe quoi. On a plein de données sur le système, on entraîne notre algorithme, et notre algorithme nous dit est-ce qu'il va y avoir un défaut ou pas. Et l'idée, c'est de combiner ces deux méthodes, donc faire utiliser ce qu'on appelle une méthode hybride qui mélange les deux approches. Et donc, c'est ce qui est prévu dans la thèse. Mais pour l'instant, on a testé une première chose chez Atos, donc avec une imprimante 3D bardée de capteurs, donc accéléromètre, balance, gyroscope, caméra, thermomètre. On a récupéré plein de données. On a entraîné des algorithmes d'apprentissage automatique avec ces données, à prédire qu'il va y avoir un défaut. Et aujourd'hui, les résultats qu'on a avec ces algos, voyons un petit exemple. Imaginons, on a notre machine, on donne un petit coup dedans. Donc évidemment, ça va produire un décalage de couches en fait, dans l'impression. Le repère de l'imprimante va se déplacer. On va avoir deux couches qui vont s'imprimer de manière décalée.
L'accéléromètre va détecter une vibration et notre algorithme va dire oh, il va y avoir un décalage de couche éminemment sous peu. Enfin, voilà, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de mélanger ça, parce que pour l'instant les performances sont bonnes mais pas extraordinaires, de mélanger ça avec des méthodes à base de modèles pour avoir de belles pièces imprimées dans le futur. Merci. Bon, on va passer au suivant. Merci. Ok, Valentin. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour notre premier cours, et seul cours d'ailleurs, du module Mathématiques pour la physique en 30 secondes. Alors les mathématiques, c'est un outil formidable pour modéliser la physique qui nous entoure, à l'aide d'équations et dérivées partielles. Malheureusement, vous le savez tous, il y a rarement des solutions analytiques pour ce genre de problème, c'est pour ça qu'on utilise des méthodes numériques. Les méthodes numériques, ça commence par discrétiser le domaine sur lequel on veut résoudre à l'aide d'un maillage, puis avec les formules qui sont associées à la méthode, on constitue un système matriciel du type x égale b. On le donne à l'ordinateur, il a ses méthodes, il nous le résout, on a résolu notre système. Ça, c'est grossièrement ce que j'ai appris en école d'ingénieur. Aujourd'hui, je suis toujours étudiant, mais je suis étudiant en thèse, et le sujet de ma thèse, c'est machine learning pour la prévision des crues. En fait, machine learning, j'utilise des réseaux de neurones, et les crues, c'est aussi modélisé par des EDP. Donc, quelque part, le sujet, c'est vraiment apprendre la physique à des réseaux de neurones. Alors, les réseaux de neurones, c'est un petit peu comme moi quand j'étais étudiant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui travaille pas mal, mais qui est un peu lent là-dedans. Donc, on leur donne des entrées, il revient avec une sortie, on le pénalise par rapport à la différence avec la vérité, il repart apprendre, il fait ça une fois, deux fois, des milliers de fois, et à la fin, si on s'est bien débrouillé, il a appris. Donc comment enseigner à ce type d'étudiant-là la physique? Eh bien déjà, tout d'abord, on pourrait penser à lui donner en entrée la position dans le domaine, en sortie le champ physique. C'est ce qu'on appelle un surrogate. Alors ça marche, hein, mais ça correspondrait un petit peu à lui apprendre les tables de multiplication par cœur, sans lui expliquer ce que c'est une multiplication. Moi, c'est pas comme ça que j'ai appris une théorie, et pourquoi est-ce que je pourrais pas lui apprendre la théorie? Coup de bol, un réseau de neurones, contrairement à un étudiant, c'est dérivable. Du coup, on peut le pénaliser non pas par rapport à une sortie, mais par rapport à directement l'équation en dérivée partielle, et donc à son respect de l'EDP. Du coup, c'est ce qu'on appelle un Physics Informed Neural Network, un réseau de neurones contraint par la physique. Donc ça, c'est notre étudiant de base. Mais en fait, il y a plein de types d'étudiants, tout le monde le sait, et par quoi est-ce qu'ils varient? Ils varient par leur architecture. Leur architecture, ça peut être le type de couche, les fonctions d'activation qu'on utilise ou d'autres hyperparamètres, et chaque étudiant a ses avantages. Pour nous, les avantages, ça va par exemple être viser certaines fréquences différentes dans la solution. Du coup, on va vouloir constituer un groupe d'étudiants qui va être le plus efficace possible. Une fois qu'on a ce groupe, qu'on a ici, 3 étudiants différents, basse fréquence, moyenne fréquence, haute fréquence, on va les entraîner à résoudre l'équation, et ça, c'est vraiment super. Mais un peu comme l'éducation nationale, on a envie de réduire un petit peu les coûts. Et du coup, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va entraîner plus que certains étudiants. Donc, par exemple, figer l'étudiant basse fréquence, l'étudiant moyenne fréquence, et n'entraîner que le haute fréquence pendant un certain temps. Alors ça, en fait, à quoi ça correspond? Ça correspond à intégrer dans l'entraînement des réseaux de neurones ce qu'on a déjà dans les méthodes numériques, faire des méthodes multiniveaux, et cibler des gammes de fréquences qui correspondent à ce qu'on a dans la solution. Donc, quand on fait tourner cette méthode-là, vous l'avez sur un problème à droite, donc qui est une équation de Poisson, et on voit donc en bleu le réseau de neurones sans notre méthode, en vert le réseau de neurones avec notre méthode. À gauche, vous avez la fonction de perte, à droite, la mean square error. Et vous voyez qu'on obtient déjà de bons résultats, puisqu'on a une mean square error de l'ordre de 10 puissance moins 8, avec la méthode verte, qui correspond un petit peu à ce qu'on a avec les éléments finis sur le même type de problème. Merci à tous. Ça va aller. Donc, bonjour à tous, je vais vous parler de
d'un des projets qu'on a fait sur ma thèse. Donc, c'est la détection de drift dans des données de série temporelle grâce à des VAE. Et donc, je fais ma thèse chez Liber Aerospace. Donc, Liber Aerospace, ils font des pièces d'avion et plus particulièrement des pièces de bleed. Le bleed, c'est tout le système d'air. Donc, on va prendre de l'air dans les moteurs, le caler en pression, en température et puis l'envoyer aux passagers. Donc, c'est des systèmes assez critiques, donc on n'aime pas quand il y a des pannes. Et donc, toute l'idée, c'est de prédire l'état de santé de ces éléments-là pour anticiper les pannes. Donc on a beaucoup de capteurs tout autour de ces éléments-là dans l'avion et ça nous donne beaucoup de données. Donc là un exemple c'est un vol avec différents capteurs de pression de température et des vols comme ça on en a des centaines par jour, donc plus de 100 000 vols sur les bases de données. Et donc trouver des éléments qui vont pouvoir permettre de trouver l'état de santé des vannes, ça peut être très compliqué dans cet amas de données-là. Et donc la première idée, ça a été de représenter ces données dans un espace un peu plus sympa qu'en l'espace des fonctions. Donc pour ça, on va utiliser des autoencodeurs, donc plus particulièrement des autoencodeurs variationnels. Donc on va lui donner les signaux en entrée et il va essayer de les reconstruire en sortie. Et on va passer au milieu par un espace latent qui va bien nous aider à travailler sur nos données. Et l'avantage des autoencodeurs variationnels, c'est que quand on a des données qui sortent un peu la normale, on va pouvoir assez facilement les discriminer dans l'espace latent. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos données. Ici, ça va être, on prend la vie d'une vanne, par exemple, et on va prendre les données au tout début de la vie d'une vanne, où on sait qu'elle est fonctionnelle. On va entraîner nos autoencodeurs sur ça, et ensuite, on va pouvoir comparer la représentation en petites dimensions entre les données du coup en bleu qui sont des données saines et des données qui sont proches des alarmes, donc proches de la panne. Ici, je vous montre concrètement ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne des petits bouts de série. Il va essayer de les reconstruire. On voit en bleu ici, c'est la donnée brute, et en orange, c'est là de reconstruire. On voit que l'autoencodeur arrive bien à capter toutes les petites variations. Donc on est assez confiant qu'il a une bonne représentation de nos signaux. Et une fois qu'on a ça, on fait tout simplement passer nos données dans un classifieur OneClass, donc ici OneClass SVM, pour pouvoir différencier les données saines du coup et les données proches de la panne. Ici, on a 3 représentations. Donc à gauche, c'est une représentation en 2D. Donc c'est l'avantage d'utiliser un VAE, c'est qu'on peut représenter des jolis dessins en 2D. Mais ce qui est important, c'est les 2 autres courbes où en fait, au milieu, c'est une feature experte. Donc ça va être des ingénieurs qui vont bosser pendant des semaines pour trouver une feature qui va permettre de découvrir les pannes. Et à droite, c'est ce qu'on a fait en quelques heures avec les autoencodeurs, où on a juste donné les données brutes, et après, on a ces résultats-là. Et voilà. C'est tout.